أنا سعيد بإدارة الجلسة الصباحية الثانية هذه اللي تطرح مسألة العلاقة بين اليسار والانتقال الديمقراطي، واللي باش يكون فيها مداخلتين، مداخلة رضا الشنوفي أستاذ الفلسفة السياسية في كلية سعبريل، وبكر غريب اللي اقتصادي زميلنا في جندوبة. يظهر كل واحد من المداخلين باش ياخذ نص ساعة تقريبا، ونخليهم بعد في الأخير نص ساعة للحوار للقاعة. ويبدو لي من العناوين نتاع المداخلتين انه الجلسه هذه باش تكون مخصصه بالاساس للعلاقه بين انواع الصراع السياسي وايضا الصراع الاجتماعي والاقتصادي بمشكله الانتقال الديمقراطي، والصراع كمظهر مظاهر الانتقال، لكن ايضا كعائق من عوائق الانتقال في تونس بعد ثوره اواخر 2010 بداية 2011. مانيش باش نطول بالكل، باش نعطي الكلمة لرضا الشنوفي اللي باش يبدا الأولى. هو لا أنت قبل حسب البرنامج. نعطيه هو قبل نعطيه. هذا من حسن الأخلاق. بون عسلامة الناس الكل. بالنسبة باش حبيت نقول الساعة اللي كونه راني بضعة أيام قبل النهار هذا قالوا لي تحبش تجي تعمل حاجة، قلت لهم شنو؟ قال لك السي العربي كان هو اللي باش يتكلم، العربي شويخه وين مازال هو لا طلبت باش نعرف شو نقول معناها. ولهذا ان شاء الله ما تكونش نوع من الحماقه نتاع الاساتذه الجامعيين اللي اخترت باش نعوض زميلي السي العربي وزميل وصديق وكل شيء. هذه حاجة ثانية. علاش أنا زاد بون ربما مانيش ذكي ياسر، أما قلت خليني نتذكر شوية. أنا هو اقترحوا على ريفليكسيون سور لا ترانزيسيون بوليتيك. أنا خدمت على الحكاية هذه في إطار باش نعمل شوية بيبليسيتي السيركل دو ريفليكسيون بوليتيك اللي اسمه لي شومان دو لا فيريتي، واللي فيه السي العربي شويقة وزياد كريشان وبكر غريب وعماد شو اسمه كان عماد المجيدي وانا هكا هاو يظل ما فماش واحد اخر، دونك اللي ما جاش ما نقولش شكون. ولهذا هذاك علاش خرجت، خاطر انا جي ديجا ترافايي سور لا كيستيون اي اون ا برودوي ان اوفراج qui avec le titre conflit politique et apprentissage de la démocratie en Tunisie. L'idée, c'est de montrer que le conflit est essentiel pour tout changement social ou politique, et que c'est quelque chose de sérieux, et que ceux qui disent que il faut éviter les conflits, etc., le consensus, chercher le consensus à n'importe quel prix, je pense qu'ils sont à côté de la plaque, pour dire les choses entre nous, et rapidement. Voilà ce que je vous propose. Il ne s'agit pas de répéter et de dire ce que j'ai déjà dit dans un écrit, parce qu'il s'agit toujours, évidemment, quand on travaille comme ça, on intervient, il s'agit pour moi maintenant d'adapter mon propos au thème de la rencontre d'aujourd'hui sur la gauche et le devenir de la gauche. Donc je vais aller rapidement à l'essentiel, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et j'espère pouvoir discuter après avec vous sur des questions que je ne vais pas peut-être évoquer directement. Dans les 20 minutes qui m'ont été accordées par C. Remel. Voilà. Je commence par quelques considérations méthodologiques. En tant qu'universitaire qui se respecte, je suis contre toute approche normative en politique. Et il ne s'agit pas de dire comment les choses il ne s'agit pas de dire comment les choses auraient dû se passer. Ça n'a aucun sens en politique. Il s'agit pour moi d'opter pour une approche descriptive
Et il s'agit de décrire ce qui s'est passé, le réel, et non pas ce qui est l'idéal ou ce qui est imaginé ou ce qui est désirable ou raisonnable de notre point de vue. Donc la question est donc, je vais décrire le processus de transition politique, et je ne dis pas démocratique, je dis politique tout simplement pour être en phase avec cette approche descriptive, et cela me permet ainsi de gagner beaucoup de temps parce que les faits sont connus par tous. Il s'agit simplement maintenant de les interpréter. Mon propos, comme je viens de le dire, doit tenir compte de la thématique. Donc, parce que mon approche n'est pas normative mais descriptive, je ne donnerai pas de définition pour ce qu'est la gauche. Parce que c'est un truc, on n'en sort jamais, et ce n'est pas intéressant. Par contre, je poserai des questions très simples. Qui représente la gauche? Qui a représenté la gauche dans ce processus politique? 2. Quand? À quel moment? Parce que parfois, les représentants de la gauche changent en fonction de la phase de transition, la séquence de transition. 3e question, sur la base de quoi ils ont prétendu représenter la gauche? Et donc, c'est 2 paramètres, 2 questions simples, mais quand même objectives, parce qu'ils me permettent d'avancer sans entrer dans dans un discours normatif sur les valeurs de la gauche, etc. Pour cela, normalement, j'aurais dû parler de 2 séquences, 2 périodes, pour inscrire mon propos. Je n'ai pas pu le faire. Je vais donc. Les 2 séquences sont très simples, sont très évidentes, très évidentes. La première séquence, c'est l'élection de l'ANC et l'exercice du pouvoir, et l'après-élection de l'ANC. Et la 2e séquence, c'est l'élection de l'ARP en 2014 et l'élection aussi présidentielle de décembre 2014 aussi, et l'après, ce qui a résulté de ça. Je commence, j'ai dit directement, et assez rapidement, par la première séquence. La première séquence, je pars d'un fait. Qui a représenté la gauche? Je vais procéder de la manière suivante. Je vais voir les groupes parlementaires qui ont été considérés comme représentant la gauche. C'est le CPR, Congrès pour... Mais, allez doucement et patience, ou choya broudi dem. Congrès pour la République. Deuxièmement, deuxième groupe parlementaire, des groupes parlementaires, parce qu'ils sont des entités, et la transition démocratique, التكتل اللي شفت واحد معروف منير زاده موجود نسيت اسمه et Alliance démocratique, mais que je respecte beaucoup, hein. Je pense qu'elle est là encore. Si maintenant on définit le nombre de l'ANC, c'est 82 représentants sur 217. Ces groupes parlementaires tournent autour de quelques partis, CPR, Takatul, PDP, Massar, Ouattad, aussi Hamal Hammami, et les nationalistes arabes, comme ils sont nombreux, j'ai mis plusieurs types de nationalisme arabe. Ici, je remarque que le GTT, évidemment, n'existe pas. Et elle n'est pas présentée ni dans le Parlement, ni d'une manière effective et visible. Mais quand même, il faut, à mon avis, en ce qui me concerne, je considère que le JTT est un parti politique. Sauf, elle a toutes les caractéristiques d'un parti politique en Tunisie, sauf la question de la conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir. Donc elle a tout ce qui est avantageux
n'est pas le plus important et le plus difficile, l'exercice du pouvoir. C'est une tradition pour nous en Tunisie, cette dimension politique, et il ne faut pas rougir de ça, ni dire « Ah, comment le syndicat ne peut pas, c'est pas son boulot, ce n'est pas sa mission ». Non, effectivement, ça fait partie de son boulot. Qu'on le veuille ou non, le syndicat, comme dirait l'autre, je ne cite pas son nom, c'est une école de guerre, c'est le lieu de la guerre et la guerre politique. Et nous allons voir que le JTT va avoir dans des phases différentes clairement un rôle politique. Maintenant, comment se détermine ce que j'appelle le politique? Je fais une digression, je fais la différence entre le politique et la politique. Alors c'est important pour moi parce que c'est ça qui peut m'aider à comprendre quelque chose. Le politique, c'est l'existence d'un antagonisme. Un rapport politique, c'est un antagonisme très aigu à la suite duquel deux groupes apparaissent, nous contre vous et contre vous, et ces deux groupes sont antagoniques et chaque groupe se pose et s'affirme d'une manière existentielle contre l'autre, à tort ou à raison. Cet antagonisme est essentiel, c'est un antagonisme très difficile à effacer. S'il est effacé, il n'y a plus le politique, il y a autre chose. Quoi? Il y a ce qu'on appelle la politique, c'est-à-dire tout programme, toute stratégie que l'on définit avec des instruments, des moyens, pour réaliser certains objectifs, tout simplement. Ici, il s'agit, à mon avis, pour faire une lecture de ce qui s'est passé, de voir quel type d'antagonisme, ou pour nous, en Tunisie, le politique a émergé. Sur deux types d'antagonisme. Un antagonisme sur le plan symbolique, je dirais identitaire, qui a trait à toute la base culturelle, morale, ces valeurs-là et ces normes-là, et l'antagonisme sur la base du rapport travail-capital, qui a un caractère plutôt économique, mais économique au sens où il y a effectivement un antagonisme. Et je vais revenir sur cette question. Il y a aussi un autre, le clivage, donc je reviens à cette séquence, le clivage politique qui s'est produit au cours de cette première séquence, c'est le rapport à l'Ancien Régime. Le rapport à l'Ancien Régime a été déterminant. C'est ça qui a permis le positionnement des partis. Et là, c'est ça qui a émergé, qui a fait émerger deux groupes, l'un se considérant dans la continuité de l'Ancien Régime et l'autre se considérant comme pour la rupture avec l'Ancien Régime. Et ce qui s'est affirmé et ce qui a pris forme avec l'alliance politique de la Troïka entre le CPR et Ennahda. Il est évident ici que ce qui s'est passé, c'est que je ne juge pas. Mon approche est descriptive. Je n'ai pas à dire là s'ils ont eu raison ou s'ils ont eu tort, etc. Je dis que c'est ce qui s'est passé.
à propos de ce déterminant agonique, comme disent certains, il s'est produit ce clivage-là, politique, cette alliance politique, et les autres ont pris le positionnement de la gauche. Et comment il y a eu ce positionnement? C'est que ce qui est apparu, c'est qui est pour l'État civil et qui est pour l'État islamique, ou on peut pour faire rapide, l'État islamique qui est pour une constitution civile, qui est pour une constitution islamisée ou islamique, peu importe comment. Donc ce clivage-là, c'est ça qui a donné lieu à l'alliance Troïka et les autres qui... et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Etakatul et CPR ne sont plus considérés et ne sont plus... ils ne sont pas apparus, perçus, ils n'ont pas été perçus comme étant plutôt de la gauche, parce que la gauche a clairement opté pour un combat frontal avec l'État islamique et tous ceux qui, quand même, qu'on le veuille ou non, l'ont aidé et ont été proches de Nahda. C'est un fait. Je ne raconte pas d'histoire, je n'imagine rien. Ce sont des faits. Objectivement, Etakatul, CPR, Nahda, ils ont encouragé les constituants à aller dans un sens et pas dans l'autre. Ici apparaît l'UGTT qui, à mon avis, s'est affirmé comme un acteur politique, éminemment politique, parce qu'il a défendu l'État civil. Et c'est pour ça que je dis le GTT est un acteur extrêmement intéressant à analyser, et c'est pourquoi je considère que dans cette étape-là, il y a eu la gauche, connue, il y a eu le GTT, et il y a eu tous ceux qui ont gravité dans les partis tels que Nidal Tounes, etc. C'est un cocktail, mais quand même, il y a eu ce clivage-là. Et maintenant, je voudrais dire une chose, c'est que ce clivage-là, je l'ai défini comme étant un clivage qui est pour l'État civil, qui est pour l'État islamique. Et j'ai fait ce que je viens de présenter, Alliance Nahda, CPR, Takatul. Mais en fait, je suis convaincu que Nahda ne s'intéressait pas tellement à ce clivage État civil, État. Je dis ça entre guillemets, hein, parce qu'il faut faire attention. Ce qui, pendant une longue période, Nahda a tout fait pour bloquer ce qu'on appelle sur certains textes, certains fussul, certains articles de la Constitution. Beaucoup d'articles ont été bloqués. Et pourquoi je suis persuadé que la stratégie de Nahda, à ce moment-là, c'était occuper les rouages de l'État. Occuper, la stratégie était claire, c'est qui arrive à avoir la main mise sur les appareils d'État. Et là, c'est clair, pour un parti politique, et c'est important pour la gauche, un parti politique qui n'arrive pas à avoir une place dans les appareils d'État ne peut pas vraiment être un parti, parce que l'un des objectifs, l'une des raisons d'être d'un parti,
c'est la conquête du pouvoir, ce n'est pas autre chose. Si on ne veut pas conquérir le pouvoir, ce n'est pas la peine d'être dans un parti politique. Après, ce qui s'est passé, c'est que une fois qu'on est passé à l'autre étape de l'élection législative, etc., l'antagonisme dont je viens de parler a été marginalisé. Il n'était plus prioritaire, c'est l'antagonisme sur travail-capital, qui est pour soutenir le monde du travail et qui est pour soutenir le système capitaliste, etc. C'est le vieil antagonisme de la gauche, surtout de la gauche communiste ou socialiste. Avec ici le fait que les clivages, les positionnements ont changé et clairement, objectivement, Ennahda ne pouvait être qu'avec Nida Tounes purifié, débarrassé de la vitrine de la gauche. La vitrine, parce que les choses se sont passées comme ça. Nida Tounes était donc, il y avait la vitrine, hein, et ce qu'il y a derrière la vitrine, et ceux qui ont, se sont sacrifiés pour la Tunisie, bon, on peut en parler, discuter, mais personne n'est dupe, surtout ceux qui ont, au moins quand ils étaient étudiants, fréquenté la littérature de gauche, etc. On le savait, mais en politique, il n'y a pas d'état d'âme, il faut aller droit au but, quitte à perdre sa virginité. Pour moi, la virginité n'a jamais été vraiment importante pour la perdre. Personnellement, je l'ai perdue sans aucun problème. Je ne compte pas la retrouver non plus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, pour une raison ou pour une autre, un autre positionnement. Alors le problème là pour la gauche, la gauche, elle a naturellement à s'inscrire et à s'affirmer dans le cadre du premier antagonisme. Pour le deuxième antagonisme, une question que je pose aux militants et aux partis de gauche est la suivante. C'est que vous allez avoir un problème à gérer et c'est parce que ce problème est difficile à gérer que nous avons cet émiettement des partis de gauche. Le problème à gérer, c'est comment, dans un monde où la bataille, le combat entre le travail et le capital s'est terminé à l'avantage du capital. C'est clair, sur le plan des nations, des États-nations et sur le plan mondial. Oui, parce que le monde du travail, regardez ce qui se passe dans tous les partis de la social-démocratie, le PS, etc., il y a une difficulté, on peut donner 1000 exemples pour montrer à quel point cet avantage du monde du capital a fragilisé la gauche. Et, d'accord, 5 minutes. En Tunisie, la question devient beaucoup plus complexe. C'est que le clivage maintenant, reste toujours entre le travail et le capital, mais s'ajoute à cela toutes les catégories des démunis, de ceux qui n'ont rien. Alors le clivage entre non-possédants et entre possédants. Et ça, c'est aussi très difficile à gérer. Pourquoi? Parce que ceux qui s'opposent au capital
vont avoir affaire à deux catégories dans le monde de ceux qui s'opposent au capital. Vous avez les travailleurs et vous avez ceux qui ne possèdent rien. Les chômeurs qu'on appelle les diplômés chômeurs et malheureusement pour les chômeurs qui ne sont pas diplômés, etc. etc. Donc, et il y a des problèmes depuis pas mal de temps maintenant entre le GTT en tant qu'organisation qui défend les intérêts des travailleurs et tous ceux qui agissent dans les mouvements sociaux qui n'ont rien et qui sont prêts à tout, etc. Et ça, c'est une difficulté très difficile à gérer et c'est aussi à la gauche de répondre. Dans quelle mesure on peut agir de la manière traditionnelle, se positionner pour les travailleurs contre les capitalistes, tout en ayant aussi une autre catégorie très fragile que l'on ne peut pas défendre. Autre chose, ici je termine avec ça, tout à l'heure ça m'a un peu amusé, le double discours. Je vais vous dire mon avis sur le double discours. Et là, j'aimerais bien aussi demander à la gauche demander à la gauche. Moi, je ne suis rien, je ne suis pas militant, je regarde, j'observe, etc. Chacun s'occupe comme il peut. Alors, le problème est le suivant. C'est que j'ai perdu le fil de mes... Oui, le double discours. Le double discours, il a une raison d'être. Il est logique. Le double discours. La gauche, le nada, même un parti des anges ou quelle femme, il y a le double discours. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. Il y a deux publics. Un parti, il a deux publics. Les militants, ses propres militants, et il a un électorat qu'il doit convaincre, il doit attirer des gens pour voter un homme, une voix. Pour conquérir le pouvoir, un parti politique doit mettre entre parenthèses, il a un discours solide, clair, offensif, pur et dur avec ses militants. Et il est obligé d'avoir un autre, toute une question de savoir-faire, un autre discours pour attirer, pour ratisser large, etc. Et à mon avis, il faut être ici très rationnel. Le rationalisme, uniquement des valeurs, on peut défendre ces valeurs et en même temps être intelligent. Barakallahu fikum. Je crois qu'on va laisser le débat après, avec la salle, après la communication de Dakar. J'aurais moi, de toute façon, 2 ou 3 remarques à faire à partir de ton exposé. D'abord, je suis étonné d'entendre un philosophe prêcher le non-normatif. Oui. Ouais. J'ai passé toute ma vie à faire ça, voilà. J'en ai marre. Et en tant que sociologue, je ne peux que saluer cela. Ah oui. Et ça m'étonne, c'est vrai que ça vienne de la part d'un philosophe, mais c'est vrai que ça donne, je dirais, ça permet de ne plus diaboliser tel ou tel acteur, d'être vraiment dans l'analyse de l'activité, de l'action politique telle qu'elle se passe, telle qu'elle se fait, telle qu'elle est historiquement aussi, généralement, faite par les uns et par les autres. Moi, je retiens de ton propos, en vérité, 3 antagonismes ou trois choses. Et tu définis le politique comme étant le conflit. C'est-à-dire, il n'y a pas de politique sans conflit, ou presque. Et on énumère 3. Un conflit de valeurs, c'est-à-dire le conflit idéologique entre, on va dire, les valeurs, les valeurs, on va dire, de gauche, les valeurs islamistes, etc. Un conflit d'intérêts, tu parles d'opposition capital-travail. Et puis un troisième antagonisme que tu as évoqué, mais sur lequel tu n'es pas revenu longuement, c'est l'antagonisme par rapport à l'attitude à observer vis-à-vis de l'ancien régime.
Les gens sont maximalistes, sont vraiment jusqu'autistes, etc. D'autres sont plus dans la continuité, dans la préservation de l'État, de la continuité de l'État, etc. Et je pense que cet antagonisme a joué énormément. Il a traversé exactement les deux premières formes d'antagonisme. Et je pense qu'un petit clin d'œil à un moment que tu n'as pas cité, mais qui est aussi important, qui est la toute première phase de transition, c'est-à-dire la phase qui a précédé le 23 octobre 2011, avec la commission Achour, on va dire ça comme ça, enfin, parce que son nom est difficile à citer, je pense, était très important pour comprendre, pour saisir les manifestations de cette troisième forme de conflit ou d'antagonisme. Et toi, tu as énuméré deux séquences, mais je crois que la première séquence aussi est très, très importante à mes yeux. C'est-à-dire ce moment sur lequel nous sommes entendus sur un minimum, je dirais, de règles du jeu pour organiser des élections, les premières élections, sans avoir ni de constitution, ni de parlement, enfin, dans un état de légitimité un peu, on va dire, flottante de part et d'autre. C'était un moment très très important et je pense que ça a été aussi un moment qu'il fallait peut-être analyser un peu dans ta crise. Voilà. Mais on ne peut pas tout faire, je sais. Voilà. Je donne la parole à Bakar, sans plus tarder. Je ne sais pas si j'ai disposé de plus de temps que Sylvain pour préparer mon intervention, mais à la vérité, je dois dire que j'ai été heureux qu'on m'ait proposé de parler de la question sociale, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, moi aussi, comme Hichem, je vais parler en français, mais je n'ai pas trouvé d'alibi. J'en ai trouvé un, mais qui n'est pas très glorieux, là. C'est mon appartenance à Hôtel le Francophonie. Donc, puisque je n'ai pas choisi le titre, je me suis demandé si j'allais imposer un titre donc, à cette intervention. Au début, j'allais dire la question sociale dans l'impasse. Et c'est un peu désespérant. Puis, regardant cette barbe, j'ai dit misère de la question sociale pour faire référence. Vers la fin, j'ai choisi grandeur et décadence de la question sociale après la Révolution. Je vais vous dire pourquoi, parce que je vais essayer de problématiser un peu cette intervention. Finalement, pourquoi la question sociale, qui a été clairement à l'origine de la Révolution, finalement, elle s'est éclipsée. Et elle a du mal à s'imposer, cette question sociale. Donc, vous l'avez bien dit, ça a été rappelé. Moi aussi, je suis de ceux qui disent que tout a commencé dans le bassin minier. Et que le bassin minier a été un grand séisme, dont les répliques ont été Férien, Skhira, Tatawin, puis Sidi Bouzid, et Sidi Bouzid, ça a marché. Et ça n'a pas marché au bassin minier, comme ça a été très bien expliqué, parce que finalement, le GTT ne pouvait pas soutenir à 100% ce mouvement, parce que c'était une lutte interne à l'UGTT. Ce qui n'était pas du tout donc le cas à Sidi Bouzid après. Donc, quand je dis pourquoi la question sociale qui a été à l'origine de la Révolution ne s'est pas imposée, je vais interpeller directement la gauche. Pourquoi la gauche n'a pas réussi, n'a pas saisi cette occasion historique pour imposer la question sociale et s'imposer? Parce que finalement, la question sociale, ce n'est pas les droites qui s'en occupent. Nous avons différentes droites. Je pense qu'il y a une droite qui est pour le statu quo. On a une droite pour laquelle la question sociale est hors sujet. C'est l'islamisme, donc leur but, c'est l'islamisation de la société. On a par contre une droite, une nouvelle droite qui est un peu agressive sur la question sociale et qui est un peu incarnée, à mon avis, par Affaire Tounes. Affaire Tounes et... Affaire Tounes. C'est la droite qui attaque le plus le GTT et qui, à mon avis, peut mettre en danger les acquis sociaux des Tunisiens, ce qui n'est pas le cas des deux autres droites, donc Nidé et Nahr. Donc la question sociale, elle est au déclenchement de la Révolution, et on sait que ça a été autour du chômage des diplômés, de l'inégalité du développement régional donc, dans les régions de l'intérieur, et que c'est vraiment lié à la fin de la méritocratie qui a commencé en Tunisie donc, avec l'indépendance. Et je suis de ceux qui sont vraiment admiratifs face au slogan
Et, moi, je pensais qu'il a commencé à se débousiller. J'ai entendu parfois, je crois, Lamine Bouazizi parler de ça. Lui, j'apprends que finalement, c'est 2008 au bassin minier. Bon, je suis très admiratif parce qu'il concentre vraiment les deux mots du régime de Ben Ali, qui l'ont fait chuter. Donc, la fin de la méritocratie, les diplômes ne donnent plus accès au travail, et Issa Solaire, donc c'est la corruption, ce que les Américains appellent le crony capitalisme. Donc, sincèrement, il résume tout beaucoup mieux que les slogans au Karama qui sont venus plus tard. Donc, le diagnostic est là et tout le monde le partage. Ben Ali a chuté parce que le modèle de développement s'est essoufflé, un modèle de développement qui est là depuis au moins 86, depuis le plan d'ajustement structurel, parce qu'il ne peut plus donner du travail aux diplômés et parce qu'il génère un développement inégal. Malheureusement, tout de suite après la Révolution, la question sociale a été supplantée par la question identitaire. Et moi, je pense que ce n'est pas seulement une question de ruse, de manœuvre, de nada. Je pense que c'est plus profond et qu'il fallait passer par là. D'abord, on a opté pour une assemblée constituante. Et quand on va écrire une constitution, on va aborder des thématiques qui ne sont pas de la question sociale. Donc, on va la relation de la religion à l'État, la place de la femme, les libertés individuelles, etc. Et donc, ça va éclipser la question sociale. Je pense aussi que la société tunisienne, qui a subi une modernisation autoritaire, attendait l'occasion pour dire ce qu'elle en pensait finalement. Et si une partie de la société avait suivi Bourguiba dans cet élan modernisateur, etc., une autre partie l'a subi. Et je crois que les élections d'octobre ont été l'occasion pour dire on n'était pas d'accord finalement. Donc ça s'est posé autour de la question identitaire aussi. Et je pense surtout parce qu'il fallait intégrer l'islam politique. La politique en Tunisie se jouait entre le régime autoritaire et la gauche. Le régime autoritaire acceptait, même en la contrôlant, qu'il y ait des mouvements politiques de gauche, mais il n'a jamais accepté d'intégrer l'islam politique. Et là, l'islam politique entre en jeu, donc il fallait discuter de cette question. Bon, je pense qu'aujourd'hui, cette intégration a plus ou moins réussi. L'autre fois, on a dit les islamistes ont mis de l'eau dans leur thé à des mers et pas dans leur vin. Et si on a trouvé une sorte de compromis et de consensus, qu'est-ce qui empêche la gauche d'imposer à nouveau la question sociale, d'autant plus qu'elle devient d'une actualité brûlante? Bon, première chose, il y a ce qu'a dit Mère tout à l'heure, la faiblesse théorique, et moi je crois que ce que dit la gauche, une certaine gauche en tout cas, ses revendications, illustre parfaitement cette faiblesse. Donc d'un côté, ils disent non à l'endettement de l'État, de l'autre côté, oui pour les augmentations salariales et le maintien de la subvention, etc. Je pense qu'il n'y a pas d'analyse approfondie de ces questions-là et la gauche apparaît un peu comme inconséquente. Puisqu'elle est faible théoriquement, la gauche devient alors remorque des mouvements sociaux. Et donc, elle n'est pas là, elle les suit, là où ils apparaissent. Donc, ces mouvements sociaux, parfois, ils sont sympathiques. Je prends le cas de Jemna, parce que ça correspond un peu à l'imaginaire de la gauche, des coopératives. On met tout ensemble et on se répartit les bénéfices, etc. C'est sympathique. Seulement, ce sont des solutions qui ne peuvent pas marcher à l'échelle d'un pays. Ça peut faire du bien à Jemna, à quelques petits villages, etc. Mais bon, ce n'est pas une solution économique pour le pays. Donc, et les mouvements sociaux, parfois, sont moins sympathiques. Et là, je serais en désaccord avec Kamer. Je dirais même inquiétant. Le Cameroun, pour moi, est inquiétant. Je vois mal comment la gauche soutiendrait ou aiderait ce genre
parce qu'il y a des tendances séparatistes, et surtout parce qu'il y a la réactivation de logiques archaïques, régionalistes, tribales, voire claniques, et ça me dérange beaucoup, moi, que Nourdine Taboubi ou Youssef Chahed négocient avec le chef d'une tribu, après 60 ans d'indépendance. Donc elles risquent d'être porteuses de régression sociale. À la décharge de la gauche, la question d'un nouveau modèle de développement, elle n'est pas évidente, elle est difficile. Et là, il y a quelques raisons. D'abord, domination idéologique du libéralisme dans le champ de la science économique. Même si la Tunisie fait partie du monde et elle subit cette domination. Il y a ce que les économistes appellent le path dependency, c'est-à-dire la dépendance du sentier. Autrement dit, l'histoire, elle a des tendances lourdes qu'elle impose. On ne peut pas changer de modèle économique aussi facilement. Si on a choisi d'être arrimé à l'Europe, voilà, de favoriser le tourisme, voilà, les exportations, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut changer ce système. Donc, c'est pas évident. Troisième chose, il y a des obstacles politiques. On veut changer le système, mais qui nous dit que les gagnants actuels vont nous aider à faire cette réforme? Donc ils vont, on le voit un peu avec ce que raconte Madame Bouchamewi dernièrement à propos de la loi de finances. Et en plus, le contexte historique est difficile. 2011, c'est pas 56. 56, l'État avait une marge de manœuvre importante, et finalement, en 61, Bourguiba a dit, voilà, pourquoi pas ne pas profiter du programme économique de l'UGTT et essayer de voir si ça marche. Bon, ça a marché, ça n'a pas marché. Le problème, quand elle est indigente sur les questions sociales et sur les questions économiques, la gauche, on l'entend seulement sur les questions sociétales. Et donc, liberté individuelle, égalité dans l'héritage, etc. C'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, mais le problème c'est que on a une gauche qui apparaît comme trop proche des préoccupations bourgeoises et pas des classes populaires. Et c'est l'image que donne un peu la gauche tunisienne maintenant, du moins une certaine gauche. En attendant, malheureusement, la situation économique et sociale se dégrade beaucoup plus qu'elle ne l'était en décembre 2010. Et ça, c'est un autre paradoxe. On a poussé Ben Ali à la fuite à cause de ses problèmes économiques et sociaux. Et là, maintenant, ça a été dit par quelqu'un, on dit les chiffres de Ben Ali, maintenant, c'est un idéal hors de portée. On aimerait bien réaliser le chiffre de Ben Ali maintenant, mais on ne peut pas le faire. Donc, on a un taux d'endettement qui est arrivé jusqu'à 63%. Les diplômés chômeurs, ils étaient au nombre de 150 000 en 2010, maintenant ils sont 240 000 ou plus. Donc la situation se dégrade énormément. Et l'urgence maintenant, c'est aussi un autre paradoxe. Ce n'est pas un nouveau modèle de développement, c'est sauver l'état de la faillite maintenant. Malheureusement. Sortir de la crise et sauver l'État, les finances publiques et sauver l'État de la faillite. Donc, j'ai vu deux apports dernièrement qui ont parlé de cette transition bloquée et de la crise en Tunisie. Il y a le papier de l'International Crisis Group. Bon, il est un peu étonnant ce papier parce que la sortie de la crise, pour eux, c'est un nouveau compromis entre l'administration, les élites économiques en place et une nouvelle classe économique émergente qui est les barons de la contrebande finalement. Bon, il y a une autre contribution plus classique qui est celle de Mahmoud Bouramdan qui a été publiée en janvier de cette année. Bon, lui, il est dans une approche plus classique et il dit pour sortir de la crise, il faut un New Deal. Et il faut un compromis entre l'État, les capitalistes et les salariés. Donc le GTT et le TICA. Et bon, pour lui, il faut faire des réformes douloureuses, mais
qui seront beaucoup moins douloureuses que le FMI qui un jour viendra, qui dira, comme pour la Grèce, voilà ce qu'il faut faire et vous n'avez pas le choix. Donc moi, personnellement, je suis content que l'UGTT, sur la question des caisses sociales et des retraites, est prête à faire des sacrifices. Je ne suis pas de ceux qui disent non, ils trahissent les salariés et les retraités. Bon, l'UGTT, le mot est prononcé, il est venu. Il a été cité à plusieurs reprises aujourd'hui. Je pense qu'en Tunisie, on a une gauche de parti, une gauche politique faible, mais nous avons la chance d'avoir un syndicat de gauche qui représente les intérêts des salariés des classes populaires et qui est très fort. Et finalement, c'est l'UGTT qui porte la question sociale. À un des leaders de la gauche, voilà, des dirigeants de la gauche qui a choisi d'aller vers Nidetoun, je lui ai dit, mais si tu vas vers Nidetoun, c'est pour contrecarrer l'islam politique. Et la question sociale, qu'est-ce que tu en fais? Il m'a dit, la question sociale, c'est l'UGTT qui s'en charge. Donc, il n'y a pas de problème. Et je pense que finalement, il n'a pas tout à fait tort, ce monsieur. Je peux vous donner son nom après, si vous voulez. Donc, malgré toutes les reproches, toutes les critiques qu'on peut faire à l'UGTT, je pense que c'est l'espoir de la gauche et j'espère que la direction de l'UGTT comportera toujours des leaders pragmatiques, patriotes, qui sauront défendre donc, aussi bien les classes populaires que l'intérêt du pays. Donc moi je pense qu'il faut investir les militants de gauche qui désespèrent des partis. Je pense qu'il faut investir l'UGTT et essayer d'influencer donc la politique du côté de l'UGTT. Pour terminer donc sur la question sociale, c'est Milamine, quand il est venu en Tunisie en 2013, a dit une chose qui m'a vraiment marqué. Il a dit, la question des libertés et de la démocratie, c'est les classes moyennes, c'est la bourgeoisie. Les classes populaires, ils veulent la question sociale. Et si c'est réglé par un dictateur, ça ne les dérange pas. Donc, le problème, c'est que maintenant, la question sociale risque de faire capoter tout ce qu'on a réalisé sur ces 7 ans pour tout ce qui est démocratie, liberté, etc. Et faisons attention à ce point. Je vous remercie de votre attention. Moi, je trouve que ce que tu as décrit, Bakar, c'est-à-dire les éléments, enfin les pièces maîtresses de ton argumentation, le fait que l'échec a échoué à se saisir en quelque sorte de la question sociale et en faire, je dirais, un cheval de bataille électorale et politique. Cette montée du séparatisme, on va dire, au sud, d'un certain droit de préemption sur les richesses, voilà, d'un territoire bien déterminé, la remontée en puissance de la question identitaire. Moi, je pense que tout cela s'explique par le fait qu'en vérité, les enjeux qui se posent aujourd'hui en Tunisie ne sont pas des enjeux de distribution ou de redistribution des richesses. C'est très souvent des enjeux de reconnaissance. C'est-à-dire, enfin, les gens au Sud, voilà, ce qu'ils réclament à l'État, c'est d'exister pour l'État. Enfin, ce que la périphérie demande, c'est d'exister pour le centre, quelque part. Beaucoup plus que exactement le fait d'avoir une part du gâteau. C'est pas ça l'enjeu. Et quand on fait des enquêtes de terrain, on a ce sentiment-là. Par exemple, la Jando, Belli, etc., j'étais avec Hichem. Ce que disent les gens très souvent, c'est ce sentiment qu'ils n'existent pas, ou presque, qu'ils sont invisibles pour le pouvoir politique. Alors moi je pense que à partir du moment où la gauche serait capable de penser les choses à travers ce paradigme de reconnaissance, et non pas à travers un paradigme, je dirais, de la redistribution, qu'elle pourra peut-être, je dirais, apporter quelques solutions. Allez, je viens que je vois dans vos deux interventions le centre de vos analyses pour l'UGTT. C'est une approche classique dans nos débats. Réellement, c'est un parti. Dans la réalité, il n'a pas les assises d'un parti ou la structure d'un parti. La l'UGTT, c'est une structure qui suppose de droit franche, la forme de la direction, et à travers la dîme qui donne تنتج نفس
تحالف جهوي وتحالف قطاعي. Il y a le bras, الزعمة تاع الجي c'est la gauche radicale. Elle date dans les années 70, puis elle travaille pour son compte en utilisant la gauche de l'UGT. Au sein une large clientèle, elle a mis une neige la population politique. C'est ça l'UGT. Alors, elle ne peut pas être porteur de projet ni de solution. Quand l'UGT, pour asseoir son pouvoir, il a utilisé l'UGT pour partager un peu les rôles. Même si on dit s'occupe de la politique, l'UGT couvre le social, et pour barrer la route, l'évolution par les forces politiques. Ce se reproduit maintenant sur la carrière. Ce n'est pas l'UGT actuelle, ce n'est pas ça pour dire les forces politiques. Ils ont créé l'UGT comme un espace neutre. Les débats, les consensus, ils le font à travers l'UGT. Alors, en pensant que l'UGT reste espoir, et encore, le plus important, l'UGT machin de la question sociale, il est rivalisé par les mouvements sociaux, il est voulu, qui remettent en cause ce monopole du TT, et encore plus, تناقض عميق entre les intérêts du GTT et les intérêts de ces nouvelles classes qui prennent de l'importance. Les diplômés chômeurs, les couches et les mouvements régionaux qui remettent cette moralité du GTT, le mettent à côté du pouvoir. Là, ma deuxième remarque sur les forces politiques. Je crois que les débats doivent supporter. Dans la réalité des choses, la gauche existe, mais sur le terrain réel, elle est représentée par la gauche radicale. C'est la gauche radicale, elle est à travers le Jabal, pour poser les questions à l'âge de la gauche du centre, elle est effondrée, totalement effondrée et dispersée. C'est cette question qu'on doit poser. On a trois forces, la scène, on a le droit par Nahda, je ne vais pas prolonger Paris, et on a la gauche. Le problème de la Tunisie, il est légitime que ne peut pas y aller. Il y a le barrage du centre, un grand creux du centre. Avec un école élargi. Et la dernière remarque, un peu de statique, les analyses sur l'évolution. Toutes les forces, même ils sont pris par le piège du pouvoir. Je décide que je dois me changer. Comme la gauche ou la Nahda ou les forces libérales, ils se trouvent dans l'obligation de s'accommoder avec plusieurs éléments. Ou la Nahda, je le vois, elle s'accommode plus rapidement et plus rapidement et d'une manière très pragmatique et très efficace. Elle est en train de rapetisser في قواعد جديده. اولا حبيت نقول اللي استمعنا محاضرات ولو كانت هي تاع جماهير، لكن في اعتقادي ثم مجهود كبير مبذول مش فقط لفهم الاحداث ولكن لايجاد السياقات التفاهميه للاحداث. يعني كيفاش نجموا نفهموا 7 سنين هذه، لان كنا احنا عايشين هي احداث حيه عندنا، ولكن السياقات التفاهميه احيانا تغيب علينا، وثم جهد كما نقولوا العرب يذكر فيشكر في هذا السياق، محاولة تعريف شنو هي المراحل المختلفة وشنو هي التوقعات المختلفة. أنا حبيت حديث خاطر احنا ساعات يكون خاص حكينا فيه برشا مرات، لكن في بالي ثم سياق ما هو يعوضش ولكن يضيف إضاءة إلى ما سبق. واللي قالوا عماد في اعتقادي هو الاساسي. عندما نحكيو على المساله الاجتماعيه بالمفاهيم علاقات الانتاج يكون مفهوم حتى شيء. المساله الاجتماعيه بمفاهيم علاقات الانتاج، نجموا نتكلموا عن المساله الاجتماعيه ولكن مش بمفاهيم فقط علاقات الانتاج بين قوه العمل وقوه راس المال. نفهموا المساله الاجتماعيه في بعديها.
هذا جزء، والجزء الأكبر في تونس هو جزء مسألة الاعتراف، لا ريكونيسانس، بمعنى بين من لا يملك شيئا في اعتقاده هو وبين ما يملك. وهنا علاقات نتاج تتقسم، تولي الاتحاد الشغل أي قوة العمل تنتمي للعالم اللي يملك شيء، للمركز، تنتمي للمركز، واللي ما يملك حتى شيء هو اللي ضد المركز بشقين، المركز المالك والمركز اللي مستفيد من الملك لأنه عنده شغل، لأنه عنده وظيفة، لأنه عنده وضع. أنا في رأيي ثم نجم نعمل خصوص لحظات. لحظة 17 ديسمبر هي لحظة تونس التي لا تملك شيئا، مش في الواقع، حتى كان نشوف في الواقع نلقاو تملك شيء في الذهن. و14 جانفي تونس اللي تملك، واللي حصل في تونس باش بن علي هرب هو توحد او تضامن او تحالف 17 ديسمبر مع 14 جانفي. وفي اعتقادي ازمه 7 سنوات هذه انه 14 جانفي يا سيدي برا خلينا نقولوا 15 جانفي السباع، 15 جانفي 2011، 14 جانفي ناسيه 17 ديسمبر. بالنسبه لي 17 ديسمبر اي صوت تونس التي لا تملك، واللي هي تقريبا وفرت ل 14 جانفي الشروط الموضوعيه للانتصار، انه امتداد الحركه، خروجها من سيدي بوزيد، وصولها للقسرين، ثم خروجها من زوج مناطق توصل الى اخره، بعد توصل شفناها حتى من ناحيه جغرافيه بعد توصل للسفائس، سوسه تونس. يعني 14 جانفي 17 ديسمبر عام تقريبا 3 اسابيع وحدها او تكاد. 14 جانفي خلط في الاسبوع الاخراني كي خلط غير كل شيء. المظاهره الضخمه في صفاقس 12 ديسمبر 12 جانفي، مظاهره المثقفين في تونس، ثم والطلبه وكذا واللي وقع في البحث. هنا نجم نشوف التطور بصفه مختلفه. تولي الترويكا سعي في تقديري خاطئ لتمثيل 17 ديسمبر، لانه تبين فيما بعد انه جزء من الترويكا نحكي حتى حالف من المنطقه تكتل من المنطقه ذلك يلقى نفسه في 14 جانفي، ولكن تبنى موقف سياسي يعبر على الصوت الصاعد اللي يحصل. مش انه في رايي مش انه المساله العلاقه بالنظام القديم كانت مطروحه بعد انتخابات 23 اكتوبر 2011 ثم اصبحت المساله الاجتماعيه بعد انتخابات 2014، لا، اللي حصل هو التحول في النومنكلاتور. يعني انه احزاب مختلفه وبالاساس النهضه رات ان مصلحتها هو الانتماء ل 14 جانفي، انها تولي احزاب نوتابيليزي. ونشوف مسار النهضه والتطورات السريعه جدا لا تفهم الا بالاعتراف. من 18 اكتوبر الى اليوم النهضه تبحث عن الاعتراف على مستوى محدود، اعتراف من اليسار اللي هي اضخم منه بشريا واجتماعيا، ولكن 18 اكتوبر بالنسبه للنهضه لا تفهم الا انها سعي لكسب اعتراف من قوى خارجه اللي هي اليسار انذاك. ثم بعد بطبيعه الحال الثوره اصبح اليسار فضاء ضيق، اصبح التكتل والمؤتمر فضاء لا يسار، السعي لاخذ الاعتراف من المنظومه القديمه. وهذا كلام يتقال لازم نفهموا الكلام هذا، كلام يتقال في كلام. نكمل دونك كمان سيد كمان في 5 ثواني حبيت نقول انه ثم الزاويه هذه اللي اليوم ما زالت موجوده واللي نفهموا فيها الحراك الاجتماعي هو ما ينتميش ل 14 جانفي وما يستعرفش 14 جانفي، اي ما يستعرفش تونس هذه. اليوم ما زلنا ما لقيناش، وانا نحكوا على اليسار، ما زلنا ما لقيناش شنو هو الربط الممكن، شنو هو التعبير الممكن على لا جونكسيون نيسيسير ما بين 14 جانفي و 17 ديسمبر. خاطر 17 ديسمبر من غير 14 جانفي هي الشعبويه المدمره، و 14 جانفي من غير 17 ديسمبر هي لونتر سوا ديزيلي.
Je voudrais réagir par rapport à ce qu'a dit Bakar tout à l'heure sur la question sociale et sur la question des libertés individuelles. Vous avez dit que la gauche reste à la remorque des mouvements sociaux, et ça c'est vrai. Et vous avez dit que la gauche est plutôt active sur les questions des libertés individuelles. Je ne suis pas d'accord sur ça. Je ne suis pas du tout d'accord sur ça. Parce que malheureusement, les deux volets qui distinguent la gauche, qui définissent la gauche à mon sens, c'est l'aspect social, et là vous l'avez montré, elle était défaillante, et c'est l'aspect liberté. Alors sur la question des libertés publiques, oui, la gauche a toujours été active, a toujours pris une position claire, nette, militante. Par contre, je trouve qu'elle reste totalement défaillante sur la question des libertés individuelles. Et malheureusement, sur ça, c'est un domaine qui pourra être récupéré par la droite libérale. Et je pense qu'à part, il y a des exceptions évidemment, je n'entends pas des mouvements de gauche, ou des partis, ou à part des individus peut-être, défendre les libertés de conscience, l'autonomie personnelle, la vie privée, toutes ces questions qui restent tabous et qui seront retirées du domaine de la gauche. Je pense qu'il faut renoncer à ce complexe, parce que je sais qu'il y a un complexe derrière ça. C'est comme si la liberté individuelle était une question de bourgeoisie ou de confort intellectuel. Moi, je pense que c'est la véritable bataille aujourd'hui. Il y a l'aspect social, et sur les libertés, sur le domaine public, on n'a rien à craindre, je pense. Et de toute façon, tout le monde est là pour ça. Et sur les libertés individuelles, je pense qu'il y a une grande défaillance sur ce point. البرنامج بتاع اليمين الجديد في امريكا ليه كتاب صغير جدا اسمه الغباء السياسي لليهود ودوله اسرائيل. هو يهودي لكنه احتفظ ببعض ذكائه التروتسكي، كان تروتسكي وهو صغير. انا هتكلم عن الغباء السياسي لليسار التونسي. هستعير العنوان بتاع الرسول. ليه؟ اليسار التونسي اوبسيدي بالكستيون ريليجيوس. اوبسيدي بفكره النازيز جاكوبين. نعم الافتراء ده يسار طلاب، دي مشاكل الحركه الطلابيه. اليسار التونسي ليس يسار عمال، البوكت والوطن وكده، دي كلها خبرات الصراعات الطلابيه. المساله الاخيره رغم محبتي الاكيده للدكتور بدار، لكني اظن ان مرجعيته كارشبات غلطه. مش ممكن في المسار الديمقراطي نرجع للمنظر فاشي زي ما بنسميها مرماز. كارشبات فاشي. البحث في المنظمات الاجتماعيه انها تقوم بطريقه انترفيو نت، ده كلام خاطئ. احنا قدام صراع طبيعي، صراع لما تيجي تتكلم عن صراع بين بريطانيا والبرجوازيه في تونس، امشي في الشارع، البرجوازيه التونسيه عندها مطاعم وقهاوي. أنا الحقيقة سمعنا في التكتل كل شيء. الشيء والكل، أما أنه التكتل يدافع على دستور إسلامي ومرة رسمي. الحقيقة شوكي، وهدايا أنه يجي من أستاذ فلسفة معناتها ما نجموش، لأنه الحقائق، لأنه كل الحقائق، وخاصة أنك أنت صنفتهم ككتل، وكتلة التكتل يمكن من أكبر الكتل حضور وتأثير داخل اللجان وداخل المجلس في نحت الدستور. هذا كله مكتوب، هذا موجود، معناتها كي نمشي ونشوفوا اللجان كله مسجل الكلام. لجنة الحقوق والحريات ولا لجنة التشريع العام اللي النائب بتاعها سيمون الريح، هذا كله مكتوب. صحيح ما فماش بوز وما فماش علام، ما فماش معناتها خروج قوي، هذا صحيح وهذا من الاغلاط نتاعنا. اما انه الدفاع داخل المجلس والدفاع داخل الترويكا بينا، لانه 18 اكتوبر شكون يفكر به النهضه في الاجتماعات المغلقه؟ يذكروا به التكتل اللي هو كيف في 18 اكتوبر، ولا نجبدوا لهم اللي كتبت في 18 اكتوبر ونقولوا لهم هذا اللي دخلنا معاكم، لانه احنا بدينا نبنيو، اليوم قاعدين تتراجعوا على اللي تفاهمنا فيه في 18 اكتوبر، يقولون لا هذاك وقت وتوا وقت اخر، لا مش هذاك وقت وهذاك وقت، يعني العمليه هذه رغم معناتها من اساتذه جامعيين avec une tête froide après 7 ans on peut plus parler الشعارات هذه شعارات،
شعارات استعملناها سياسيا وين وصلتنا اليوم. الحاجه الاخرى اللي تقارب وتعدينا عليها مرور الكرام ودانا بوغوا سي لو كليفاج اللي هو نجموا نسميوه الديرنييرمون التعبيره نتاعو الاخرانيه هي قانون المصالحه. هنا وين لا غوش بلوريال سو بوزيسيون لانه في علاقه بالنظام القديم مازالت ما تحسبتش الاشكاليه الى اليوم مازالت ماهيش محسومه. لا ريستوراسيون اللي نعيشوا فيها اليوم واللي هي باش كل ما هو ايمان بتغيير المنوال التنموي اللي هو على مدى طويل المدى ماهيش باش تصير لانه منظومه المصالح ومنظومه اللي قائمه كانت قائمه الذات واللي قامت من اجلها الثوره اليوم ماهيش باش تتصلح بالنظام وبالعباد اللي جايه لان هي نفس المنظومه باش تحافظ على نفس المواقع نتاعها. وهنا سي اون ليني دو كليفاج اللي يلزمها التحقيق. انا ايتي سيتي جو بونس تري بيان مي لو ديفلوبمون ما وصلش. لو ديفلوبمون ماذا بينا نسمعوا من الاخوه الديفلوبمون هذا. إذا constate qu'il n'est pas le seul à le faire. Le Dieu le fait, la Bible le fait, mais le problème n'est pas là. C'est que le problème, nous, il y a une inflation de 6%. Est-ce que la gauche, au sein de l'UGTT, en dehors, est capable d'arrêter cela? Ou est-ce qu'on va avoir, comme en Grèce, on bat, le mouvement de gauche s'est déculoté. Je l'ai fait, il y a eu une manifestation en Grèce où les gens reprennent les mêmes slogans que le retraité n'arrive plus à vivre, que je suis un retraité, largement, je fais 6 fois le SMIC, mais c'est pas sûr que dans une année, j'aurai du travail. Végétal, septical, on va essayer de pallier un peu. Personne d'entre nous n'a abordé le problème de demain. Si la gauche dans l'avenir, personne ne l'a abordé. C'est tout ce que je veux. Un cercle limité. Fahamouni. La rime de femme, la petite femme. Tous les économistes, ils font un constat. Mais il n'y a pas de solution. الخلاف نحن بلادنا هذا على خاطر ماشي كيفاه معناتها تيجوش يراو معناتها عباد مختلطة فما جماعة أكثر اللي فرقنا وراو التشدد وصلوا هذين طبعا هذا مش شخص لأنه رانا ما نشبوش بعض حتى شنو. في الإطار هذا نختلف مع الأستاذ المحاضر مشكور على المحاضرة بتاعه. التناقضات اللي تشوفوا في المجتمع المصري ماهوش تناقض بتاع هوية واللي جا مشكلة تو في علاقة هوية. الشعب التونسي مش مختلف هويوي. هذه النقطة الأولى يمكن في فهم المجموعة. المسألة الثانية أنه تناقض رأس الأعمال حتى على مستوى العالم ما هو مخفيش. احنا نشوف تو الأزمة اللي كانت في فرنسا في علاقة بقانون الشغل وتو ثم حملة لإطار ماكرون وحكومة فيليب. ثم حملة مباهة مع تكوين اللجان لحث الشعب للعودة مرة أخرى للشارع القانوني ضد الجريمة اللي عمل فيها الرئيس الفرنسي الجديد في قانون الشغل. التناقض رأس مال العمل مازال موجود ومازال فرض نفسه في تونس باعتباره جزء من المنظومة العمل الموجودة فيها. ثانيا التناقض الثاني والمهم اللي يشق المجتمع التونسي حسب رأيي هو التناقض بين مشروع وطني ومشروع عميل. هذا رأيي وبالتالي لكن هذا رأيي الشخصي يبدو احنا مش مختلفين وسيريا احنا مش مختلفين فنقول معناتها يمكن رؤية أخرى الكومبل نقيسة في تحليل هذا تكامل هذا مهم. لكن وقت نطرحوا قضية السلطة احنا هنا لو نحكيو على يسار تعرف نطرحوا قضية السلطة مش نحكيو على الاتحاد العام التونسي للشغل هو مش طرح مسألة السلطة باش ما نقولوش عندنا أمل في الاتحاد. طونك الاتحاد مش طارح على نفسه مسألة السلطة ما عندناش أمل فيه. اليسار اللي طرح على مسألة السلطة ليس موحد في تشخيص وفي تحديد التناقضات الرئيسية في المجتمع ولكن شغل مختلفين ومشتتين. شكرا. Juste rapidement, dans beaucoup d'interventions, j'ai eu quelques réponses, mais je voudrais demander deux choses essentielles. La grande question après le 14 janvier n'est pas plutôt de refonder le politique en Tunisie. On ne parle pas de politique. D'autre part, dans la question sociale et le rapport à l'UGTT, c'est vrai que les partis dits de gauche qui ont émergé, ils ont été constitués dans la matrice de l'UGTT. Donc cette reconnaissance, finalement,
elle existe et la légitimité est reconnue. Mais est-ce que c'est pas aussi une entrave au projet politique de construire des organisations quand tu dis, Bakar, qu'il y a une division du travail politique finalement claire? Et nous qui avons été militants à l'intérieur, on a senti dans les partis de gauche que les questions sociales et les grandes questions économiques ne devaient pas être abordées pour pas gêner l'UJTT. Donc ça, c'est une question que je pose sur la sociologie des organisations à venir et sur les dirigeants actuels de la gauche en général. Après, par rapport au débat que vous venez de dire sur nos relations avec ce qui se passe dans la gauche en Europe, est-ce que la recherche de l'union de la gauche et de l'unité de la gauche, elle est entériné? Il n'y a pas de gauche qui vont s'unir. Il y a des projets différents. Et l'économie, finalement, elle nomme les différents projets en débat. Or, ici, en Tunisie, j'ai l'impression qu'on ne veut jamais nommer les choses. Tu es le seul, peut-être, Bakar, à parler de El-Yami, à faire une droite libérale. Tu le dis depuis longtemps. Mais pourquoi on ne parle? Pourquoi on a toujours défendu le modèle de développement tunisien sans aller dans le fond de ce qu'il est, de ce qu'il comporte? Pourquoi on défend un modèle social tunisien? C'est quoi un modèle social tunisien? Il n'y a pas de débat de fond. Et je me demande si, au fond, nous, à gauche, on n'est pas responsable de ça, de ne pas nommer les choses. C'est une partie de la gauche qui a dit le clivage gauche-droite, il est mort. Ce n'est pas vrai, le clivage gauche-droite, il existe. Et juste pour répondre rapidement, et c'est important, pourquoi la social-démocratie en Tunisie est morte, il faut aussi voir en Europe pourquoi aujourd'hui on parle de gauche radicale et d'une faillite de la social-démocratie. Parce que la gauche qui régule et qui a voulu gérer les problèmes de l'économie financière n'a pas réussi. Et que la violence du capitalisme en cours crée une réponse encore plus extrémiste. Et je pense qu'on n'est pas en train de réfléchir à ça à Tunis en ne trouvant que l'identitaire. حبيت اني نسمع معناتها اون فام بوليتيك ولا شيرشوز ولا اكتيفيست كيفاش تحكي على الغوش. لاني انا اليوم ما نحضرش حاجه اخرى. انا يظهر لي انا جو نايف جو ريفوز دو سير على خاطر اسم الندوه لا ريفولوسيون اي لي دوفوني. Donc pour toute l'approche, je n'ai pas pu saisir une vision prospective. Les interventions portent sur les 7 سنين التالي واكثر و8 سنين التالي معناتها des événements dont je n'étais pas témoin. في les approches نتاعكم ça ne se rattache pas à des faits contextuels actuels. Donc ça ne m'était pas de très grand secours d'assister à la séance du matin. Juste par rapport aux contenus des interventions qui sont axés sur l'UJTT ou les partis politiques. Jeunes qui me considèrent de gauche. La gauche, c'est les UJTT ou les partis politiques. Vous occultez l'essentiel, l'essentiel, je dis bien, un mouvement gauche, ça existe encore. Tunis, elle est sur la porte. Entre autres les sociétés civiles, les nouveaux mouvements. Je vais essayer d'être bref sur les concepts. Donc, la question sociale. Voilà, qui m'a payé, qui m'a dit je vais à le capital travail. Le capital travail. Il faut un petit peu clarifier les choses. La contradiction, l'antagonisme capital-travail et la question sociale, à partir de quel angle on l'attaque? إذا كان نمشيو لها من ناحية اليسار والسنس نتاع اليسار نتاع 19e و 20e siècle. capital travail question sociale معناتها الطبقة الشريفة. Je ne pense pas que la question se pose encore aujourd'hui. Je ne pense pas que l'UJTT est intéressé par l'antagonisme capital-travail au sens des طبقة الشريفة ضد الرأسمالية وهي عندها دور تاريخي يلزم تقلب الرأسمالية وتفرقها. Je ne pense pas.
الاتحاد ولا التوانسه اليوم بالنسبه لهم فما مستوى من المعيشه وطالبين باصلاحات في الاجور نتاعهم كل اللي هي ما عندها حتى علاقه باليسار معناتها بالمعنى الايديولوجي. اليسار مش قلتوا الاصلاح نتاع الاجور، اصلاح الاجور نتاع الراسماليه نتاع البرجوازيه، يعملوا مع البرجوازيه واللي ليبرو واللي غوفرنمون دو دوات. Les autres, la question capital travail, la question sociale, ça fait partie de leur boulot. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un rapport avec la gauche. La question capital travail, gauche, classe ouvrière, بالنسبة لي ماتت avec le XXe siècle, avec le XIXe et le XXe siècle. Donc, اليوم بالنسبة لليسار كان دخلنا في ال XXIe siècle يلزمنا c'est vrai نقبلوا on enterre définitivement encore plus ولا des revendications ولا des analyses sociales على تونس كل هي ما عندها حتى علاقة بالواقع. اليوم في تونس حتى حد ما ثماش طبقة عمالية قاعدة تناضل ولازمها تاخذ حكم ولازمها تحسن وضعيتها هي وحدها. 14 جانفي واليسار والتوانسة بالنسبة لي أنا ثورة الكرامة والديمقراطية. هذيك هي من غير فلسفة كرامة وديمقراطية سان با دير الخدامة. سا دير كما قلت أنت التوانسة أو سونس لارج خدامة ماهمش خدامة شباب لو 14 فيل دي زارتيست دي واحد الناس الكل ضد الديكتاتورية وضد الحجرة كما قالت بي الحاجة ضد الحجرة من أجل مدينتهم. أنا فريمون نوجه نداء أنه خلي نطويو صفحة اليسار ديفينيتيفمون وخلي ندخلوا في ال21 سيكل وخلي نبنيو حاجة جديدة مولود جديد. ما عادش نقول عادي كانوا الأولاد الصغار كانوا يتكلموا واللي ولادنا احنا ما همش في الأحزاب اليسارية. الليلة بن مهني ما هيش في حزب يسار. برشا ولادنا وبرشا في حركات مواطنية يناضلوا من أجل احترام التوانسة بور ليتيك والمورال بوليتيك اي بور وين التروبوار ما نسمحش اكسترا. هذا المولود الجديد اللي ديجا الشباب يعملوا فيه خلي نبنيو معاه باش ما نقعدوش كيما لي روياليس نتلموا كل عام ونقولوا شكون باش ياخذ الحكم بعد لوي 14. قلنا اقتصنا على المسألة الأساسية ترقب وروح الكرسي والسيد الشروفي مسألة الفرق بين لو بوليتيك إلى بوليتيك. لو بوليتيك سيكون من الاسبري من الفكر السياسي وعندنا فقر كبير في تونس في خصوص الفكر السياسي تتعدى عن أصابع من خير كبير والفكر السياسي هو اللي يحط إيشيكي بوليتيك. وهنا كيف سواسي ما كانت الصوت بتاخد معاكم شوية لأنه الإيشيكي بوليتيك اللي حطوا بورقيبة عام 55 للتو مازال قائم التو واللي ديما نسأل فيه ونقول هل غادرنا مؤتمر صفاقس 55. إيشيكي بوليتيك وحدة الحزب الحاكم وقوة العمل وقوة المال تتعاون تعمل مع بورقيبة في 55 56 وفي 64 65 وكلاتي الاتحاد العصابي في 56 وفي 64 تعاون مع ميثاق الرقي الاجتماعي مع النويرة وكلاتي الاتحاد العصابي في 78 تعاون في الانتخابات 81 في الجبهة الوطنية. الوحيد اللي انتبهوا وقرروا الخروج منه هو الحبيب عاشور طرح مسألة الحزب العمالي عام 84 وشخصيا من القليل اللي نعترف كوني غلطة عمري وقتها كان قاضي مسألة تونس لأنه هذا كان مخرج. إلى حد الآن عاودوا الباجي وثيقة قرطاج لا نصوص فكر سياسي ولا عمليا قدرنا نخرجوا من الإشكال البوليتيك نتاع مؤتمر صفاقس 55. شكرا. ما حسيتش فما أسئلة موجهة شخصي الشيء اللي قلته بخلاف الشيء الفخفاخ. جو كروا je ne suis pas d'accord avec vous, franchement. Il y a des collègues ici qui savent, qui ont bien suivi, des juristes qui ont bien suivi,
juin 2013 شنو اللي تقال في الكوليس شنو اللي تقال حتى معناها الضربة الكبيرة اللي معناها تو الواحد ما عرضناهاش هو سي عبد اللطيف عبيد الوزير اللي جا واحد معناها اللي عملوا الاتفاق اللي عملوا على التعليم الزيتوني وكل الامور بالله خلينا ننساو وخلينا ناملوا نهار باش التكتل يعترف بالاخطاء نتاعو واللي يعترف بالاخطاء ما مش بحوايج مركبه يهديك ويصلح رايك ويفتح عليك انا هذا الشيء اللي حبيت نشوفه والله نحترمك وما نحترمش المصطفى وجينا داخل معنا قلت دكاتره تدافع على مشروع اسلامي انا ما حسيتش الوحده ما نسمعش مليح ساعات ما نسمعش نمر سي سليمان شوف je suis d'accord avec vous sur les évidences هو اللي كونه avec l'État-providence il est bien entendu évident que le clivage fort entre capital et travail a plus ou moins été marginalisé. Ça date depuis bien longtemps, ceci. Mais ça n'empêche quand même que le monde du travail a gardé quand même une posture de défense des intérêts culturels. Donc on ne peut pas non plus, le Parti communiste français a plus ou moins été marginalisé, mais la CGT, la CFDT, etc. n'ont pas été marginalisés. Et qu'on le veuille ou non, ce n'est pas par hasard non plus que le GTT arrive à encadrer des mouvements au sein du monde du travail, à l'extérieur du monde du travail. Ça veut dire quand même que les syndicalistes arrivent à créer ce clivage. Et à mener la bataille et le combat politique. Et c'est effectivement la force la plus forte et déterminante dans le jeu politique tunisien. Je le regrette. Je suis d'accord. Moi, j'ai enterré la gauche. J'ai compris ce que vous voulez dire. Enterré, disons, une façon de penser marxiste, axée sur le capital travail. La gauche, on ne peut pas enterrer. La gauche, c'est lutter pour moins d'inégalités, c'est pour les lutter pour les égalités un peu partout. Donc, elle prend notre forme. Ce ne sera pas la forme marxiste, peut-être. Et je suis d'accord. Il y a un femme prolétariat qui tourne. قداش يوزن البلاد؟ عندنا اندستري احنا اللي فيها جيوش نتاع بروليتاريا على ذاك انا نقول Gramsci est plus intéressant que Lénine et les autres parce qu'ils parlent de classe subalterne. ما ربطيهاش في البروليتاريا. Donc il y a des classes qui sont dominées, qui sont exploitées, qui pourraient lutter ensemble pour améliorer les choses. علاش ذكرت هذه النقطة هذه؟ l'expression حلوه برشا il y a quelque temps قال سي une révolution مش ماركسيست قال سي une révolution keynésienne هذوما الناس يحبوا على الشغل donc on n'est pas dans la révolution كما قلت c'est vrai le GTT j'étais dans un colloque à l'étranger il y avait Super Ashkar qui était parmi nous et qui m'a interpellé sur le GTT قال لي اسمع ما نطولوهاش في تونس اليسار والشانس نتاع اليسار هو الجي علاش ما ينبثقش حزب عمالي بون هو الحكايه مطروحه من عام 80 وهو في قراءته اللي الاحزاب اليسار بوقت وغيره ضد الحكايه هذه خاطر يعرفوا اللي سخير لوخفان في قراءه السيد حتى الحزب الشيوعي ضد سابقا سلوى tu as raison. Les partis de gauche sont timides sur ces questions-là. فما خوف من مجابهة المجتمع المحافظ اللي باش نخسروا وشفناها في الاخر في اول وقت اللي باش ما ينسبش قال ليغاليتي دون ليريتاج لا جين وبيانات معناتها نتاع القوميين اللي فريمون انا اكتشفت حاجه غريبه وعجيبه اللي من المفروض في الجبهه هم موجودين. سوسي دي اللي حبيت نقولوا انا اللي en l'absence de proposition, le Saïd qui nous a interpellés, en l'absence de proposition, parce que ce n'est pas du tout évident,
c'est là qu'on apparaît qu'on se démarque. Maintenant, نظهر gauche على الحكايات هذوما. يمكن pas suffisamment comme tu l'as dit. Bon, الحزب اللي ننتمي له il a su يمكن أكثر من الآخرين. Et bon, donc on est taxé de bourgeoisie, etc. Voilà, أنا عجبتني فكرة c'est pas un sur super بالضبط. On n'est pas sorti du congrès de 55. أنا نقرأ 2011 ou 2014 comme un nouveau congrès édifié. C'est rare entre les deux factions de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie tunisienne, la conservatrice, ou la progressiste, ou la gauche à la gauche.